Mesdames, Messieurs, de partout où vous nous suivez, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure, en tout cas à laquelle vous êtes connectés pour suivre ces podcasts et bienvenue dans ces numéros sur Mazingira, ces médias de l'environnement et du développement durable. Aujourd'hui, je reçois Dr Blaise Mafouko. Il est directeur de l'École supérieure de volcanologie, de gestion des risques et des catastrophes SV Goma, basée à l'Université de Goma. Docteur, bienvenue et bonjour. Bonjour, merci beaucoup encore une fois de nous avoir invités à participer à ces podcasts. Alors aujourd'hui, nous allons échanger autour d'un projet de recherche que vous avez mené intitulé « Reconstruire des vies après une éruption, facteurs influençant la réinstallation de la population sur les coulées de lave à Goma ». Dans ce projet, il était question de décrire les facteurs qui poussent les communautés à se réinstaller sur les récentes coulées de lave, chercher à comprendre également les adaptations résilientes des communautés transformant les coulées de lave en un milieu plus vivable, mais aussi soutenir la capacitation des communautés locales pour une gestion efficace des risques des catastrophes naturelles. Tout d'abord, professeur, essayez de nous parler de ces projets de recherche. Qu'est-ce qu'on peut en savoir? Oui, merci beaucoup. Ces projets de recherche, nous l'avons conduit en collaboration avec les centres des études des risques existentiels de l'Université de Cambridge en Angleterre. Et ces projets m'est venu en tête quand j'étais en train de finaliser ma thèse de doctorat en Belgique. Et à cette période, je n'étais pas à Goma, mais j'observais chaque jour les images satellitaires sur Google Earth. Et je pouvais observer chaque mois comment il y avait des maisons qui étaient en train de se construire sur le coulé de lave. Et en comparant à une récente éruption aussi qui s'était passée en 2021, presque à la même période, l'éruption de La Palma à l'est de l'Espagne, on va se rendre compte que là-bas, les coulées étaient restées inoccupées. Même si vous voyez aussi les coulées, donc les récentes coulées qui s'étaient passées en Islande aussi restaient la même chose. Alors ça, c'était quelque chose de, en tout cas, très particulier parce que les coulées de lave ailleurs, ça peut prendre même 10 ans ou 15 ans avant que ça puisse être réoccupé. Alors ici, il y avait, comme un contraste spécifique pour la ville de Goma, mais aussi quelque chose qui poussait les gens à s'exposer encore au risque. Alors à la fois, on cherchait à comprendre les facteurs qui poussent les gens à s'exposer encore dans les zones à haut risque, mais aussi à comprendre de l'autre côté leur capacité de résilience. Ailleurs, il a fallu 10 ou 15 ans pour que la population puisse se réoccuper encore les zones sur lesquelles les récentes coulées de lave ont traversé. Mais ici, chez nous, c'était pas le cas. Juste ces quelques mois. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Oui. En fait, il y a plusieurs facteurs. D'abord, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons un peu de faille en termes de législation sur l'urbanisation. L'urbanisation qu'on observe à Goma, c'est une urbanisation, je ne dirais pas désordonnée, mais spontanée. Et les gens, ils sont très attachés à leur terre. Par contre, ailleurs, contrairement encore à la situation de Goma, les habitants vivant dans les zones à risque ou bien dans les zones à risque volcanique, ils sont couverts par des assurances. Donc, de telle manière, quand vous avez une maison qui est impactée par les coulées de lave, une propriété qui est impactée par les coulées de lave, il y a les soutiens des assurances et il y a les soutiens aussi du gouvernement à aménager un autre endroit et les personnes sont déplacées, ils se retrouvent à ces endroits. Mais pour le cas spécifique de pays du Sud, encore de façon plus particulière la RDC, où on se retrouve avec des populations qui ont fui les zones à conflit tout autour de la ville de Goma et qui cherchent un endroit paisible dans la ville de Goma, là où ils peuvent avoir des structures d'éducation, de santé, ainsi de suite, qui sont mieux améliorées par rapport à leur milieu. Donc, ils sont très attachés à leur terre et ils sont en mesure de tout faire pour reconstruire une vie ici à Goma au lieu
d'aller s'exposer dans des zones à conflit, à Beni, Rutshuru, Masisi, ainsi de suite. Alors c'est comme ça qu'une grande partie, c'est comme s'ils sont forcés à aller revenir et réoccuper ces coulées de lave, contrairement à d'autres milieux volcaniques où on n'a pas toutes ces contraintes dans les milieux environnants les volcans. Quelle méthodologie vous a permis d'avoir des données ainsi que des informations pendant votre recherche? Premièrement, d'abord, nous avons fait une observation sur terrain parce que ces projets ici est aussi, je pourrais dire, comme une continuité d'une étude que nous avons fait en collaboration avec CAFOD et l'Université catholique La Sapienza, où on cherchait à comprendre comment on est en train de végétaliser les coulées de lave. Alors c'était là où il y a cette idée. Donc premièrement, d'abord, nous avons fait des observations sur terrain et nous avons fait des interviews avec la population pour comprendre. Et puis nous avons drafté plusieurs facteurs, donc un paquet de 30 facteurs qui peuvent pousser les gens. Et puis après cela, nous avons lancé une enquête très large de plus de 975 ou 980 personnes, ménages que nous avons enquêtés. Et puis maintenant, après, nous avons passé à des analyses quantitatives et qualitatives, et ça, nous l'avons fait à l'Université de Cambridge, au centre de l'étude du risque existentiel. Plusieurs facteurs ont été mentionnés, possible d'en savoir quelques-uns. Alors, il y a plusieurs groupes de facteurs. Premièrement, c'est que les personnes partent vivre dans ces coulées de lave et s'exposent encore au risque volcanique parce que, premièrement, d'abord, ils n'ont pas d'autres options d'hébergement dans la ville de Goma. Deuxièmement, c'est un endroit où on peut bien encore avoir un lopin de terre à un prix abordable par rapport aux autres quartiers de la ville de Goma ou les autres villages du territoire de Nirakugo. Mais aussi, il y a aussi un attachement aux terres. Donc, chacun est en tout cas attaché à sa terre et ne veulent pas le lâcher. Et ça aussi, c'est lié à l'histoire parce que ceux qui ont été impactés par les coulées de lave en 1977, quand il y avait la première éruption historique, ils nous ont témoigné que le gouvernement congolais, donc à cette époque, le gouvernement zaïrois, leur avait doté de terres dans les Massissi et après, dans les chefferies de Katoui, je pense. Et après, ils avaient eu des problèmes d'intégration dans cette communauté là-bas. Et ils étaient obligés de rentrer. Et quand ils étaient rentrés, ils ont retrouvé leurs terres occupées par d'autres personnes. Et ça a généré des conflits. Et ces conflits persistent jusqu'aujourd'hui. Donc il y a des gens, en allant à Kato, ils n'ont pas retrouvé de terres. Et en revenant chez eux, ils ont retrouvé des terres qui ont été occupées. Alors c'est comme ça, avec cette expérience maintenant, et aussi en se basant de l'expérience de 2002, pardon, les gens avaient vu comment à Katindo, tout s'était transformé, c'était devenu un très beau quartier. Alors c'est comme ça que les gens se sont en tout cas attachés à ces terres et ils sont rééquipés. Mais dans le cadre de gestion des risques de catastrophes, pour nous, cela augmente les risques d'exposition parce que les risques, c'est le facteur de l'existence d'un aléa volcanique, ici c'est les coulées de lave, multiplié par la vulnérabilité et l'exposition. Alors ces risques-là est réduit par la résilience de la population et pour nous, donc cette réoccupation rapide augmente l'exposition au risque et augmente ainsi par ricochet les risques que ces populations font face. Mais professeur, à un moment donné, après l'éruption volcanique, il y a des terres qui ont été accordées à cette population, notamment certaines dotations du gouvernement, voire même de l'ancienne première dame Olive Lembe. Même l'actuelle première dame a donné des terres à cette population. Est-ce que ces victimes de l'éruption volcanique vous ont fait savoir de cela, ces terres qui leur ont été données gratuitement comme ça, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Oui, en tout cas,
Pour cette question, peut-être ça nécessite une enquête d'investigation auprès des journalistes d'investigation. C'était pas parmi les objectifs de mon étude. Mais une chose qui est vraie, c'est que les témoignages des populations, ils ont attesté qu'ils avaient été attribués des terres, mais des questions sécuritaires, parce que je ne sais pas, dans ces endroits, pour le moment, ne sont pas sécurisés à cause de cette agression du M23 qui est à la porte de Goma. Mais un des autres facteurs, c'était la fiabilisation de ces milieux selon la population. Donc, quand on attribue des terres à des populations qui ont été affectées par des coulées de lave, bien par des catastrophes naturelles, on ne devrait pas tout simplement se limiter à leur doter de terres, mais il fallait aussi viabiliser ces milieux pour que ça soit plus vivable. Donc ici, en faisant une adduction d'eau, aussi raccorder l'électricité, y mettre des marchés, tous les services publics, écoles, centres de santé, tout le reste, pour que les gens soient attirés à vivre et se sentent à l'aise à vivre à des endroits pareils. Mais dans les cas contraires, si on ne parvient pas à accompagner ces dotations de terre par d'autres mesures de viabilisation, ces populations seront contraintes de revenir à ces endroits-là qui sont plus vivables. Parce qu'actuellement, dans les quartiers là impactés par les coulées de lave, on a la possibilité d'avoir de l'eau à travers des camions qui apportent. On a encore des raccordements d'électricité, tout le reste. Mais ça reste encore mes observations personnelles. Il faudrait peut-être faire plus des enquêtes pour savoir exactement pourquoi les gens n'ont pas adhéré à cette proposition du gouvernement. Ça, c'est une autre étude en tout cas. La population a repris ces entités impactées par les coulées de lave. Est-ce que ça constitue un risque? Si oui, à quelle échelle? Si vous observez la carte des probabilités des coulées de lave qui a été élaborée par un consortium des organisations de la société civile ici, dont CAFOD et ActionAid, avec le financement de Stat Network, mais aussi en collaboration avec l'Université libre de Bruxelles et le Musée royal pour l'Afrique centrale de Tervuren en Belgique. Cette carte indique que cette zone, c'est une zone de haut risque, dont la probabilité d'invention des coulées de lave est très élevée. Alors donc, si tu prends la probabilité d'écouler, parce que le risque, comme je l'ai dit, c'est donc la probabilité de l'occurrence de l'aléa, fois la vulnérabilité, fois l'exposition, et puis sur la résilience. Donc, si tu prends que cette zone a une probabilité d'invention des coulées de lave très élevée, et puis, de mon étude, vous avez une population. Si on peut prendre un des facteurs de la vulnérabilité, par exemple les revenus mensuels et l'éducation. Donc vous avez l'éducation qui est faible, les personnes ne sont pas sensibilisées, ne sont pas informées, donc l'information est ici très bas. Et puis vous prenez les revenus mensuels autour de 70 ou 75% de la population que j'ai enquêtée dans cette région. Les revenus mensuels par ménage variaient entre 1 à 150 dollars par mois pour tout un ménage. Donc là, on peut s'imaginer que c'est une population qui est vulnérable au risque de catastrophe. Donc sur le plan ressources, mais aussi sur le plan information. Et puis, ils sont très exposés parce qu'ils sont très entassés et ils vivent juste sur cet endroit. Donc, on peut bien considérer que le niveau du risque est très élevé. Donc, en fait, je ne peux pas être à mesure de déterminer les niveaux parce que ça, c'est une étude. Donc, comme j'expliquais ici, donc il faut prendre tous ces facteurs, la probabilité d'occurrence d'invasion de la lave, multiplié par la vulnérabilité, multiplié par l'exposition et puis divisé par la capacité de résilience. C'est là où on peut estimer le niveau des risques. Mais si tu analyses facteur par facteur, tu te rends compte que le risque est très élevé. Le volcan Nyiragongo, il est toujours là, en activité aussi, c'est-à-dire un jour, il entrera encore en éruption. Quels sont les quartiers de Goma qui sont à risque? Moi, je ne pourrais pas être à mesure de... Donc, je ferai référence encore toujours sur cette carte des probabilités des coulées de lave qui était élaborée avant l'éruption de 2021. Et ici encore, une fois de plus, je pourrais dire qu'il faut
revoir cette carte parce qu'il y a des nouvelles données. Par exemple, la topographie, elle a changé. Mais aussi, à part la topographie qui a changé, nous avons aussi de nouvelles fractures qu'il faut intégrer. Donc, pour déterminer quels sont les quartiers qui sont à risque par rapport à d'autres, il faut reprendre la carte des risques. C'est à partir de la carte des risques qu'on peut être en mesure de déterminer quels sont les quartiers qui sont à risque et les quartiers qui ne le sont pas. Donc, pour revenir maintenant dans l'histoire, parce que les recherches que l'on fait à l'école de volcanologie montrent que les gens n'ayant pas été suffisamment sensibilisés, donc leur connaissance est basée sur la connaissance commune. Et les gens ont tendance à considérer comme les quartiers de l'Est, surtout les 10 quartiers qu'on avait demandé d'évacuer lors de la seconde évacuation, lors de l'éruption de 2021. Les gens considèrent comme ces quartiers-là sont plus à risque. Mais si tu vois la carte des probabilités de coulées des laves, il y a des scénarios où on peut avoir aussi de coulées des laves dans les quartiers de l'Ouest, donc à Katindo, à Keshero, ou à Mugunga, ou à Lac-Vert. Donc on peut avoir aussi là-bas... Lac-Vert aussi? Oui, on peut bien avoir aussi là-bas de probabilités d'invasion de coulées de lave qui sont élevées. Donc, en bref, actuellement, on ne peut pas être en mesure de dire tel quartier est à risque par rapport à l'autre. Il faut une actualisation de cette carte de risque pour être en mesure d'évaluer exactement après les changements de ce qui s'est passé en 2021 pour savoir où par rapport à où. Et ça, ce sont des études qui doivent suivre après ici. Après vos analyses, dites-nous qu'est-ce qui doit être fait, soit par la population, par les autorités. Oui, actuellement, si vous essayez de voir le plan de contingence, d'abord, il n'est pas actualisé. Le plan de contingence nécessite, donc on doit en tout cas faire un effort pour actualiser le plan de contingence. Et si tu vois même le plan de, parce que tant qu'il n'est pas encore actualisé, on considère qu'il est toujours valable. Mais par exemple, actuellement, le plan de contingence n'avait pas tenu compte, même le plan d'évacuation n'avait pas tenu compte les scénarios où on pouvait bien avoir des groupes rebelles à l'ouest de la ville de Goma, c'est-à-dire à Sake et Masisi. Et ça n'a pas tenu en compte aussi le fait qu'on peut avoir la route Rutshuru qui est coupée. Donc, il faut d'un côté revoir le plan de travail qui permettent à réduire le risque. Donc, le plan d'évacuation, le plan de contingence. Ça, c'est une nécessité qu'il faut faire. Deuxièmement, la population nécessite d'être sensibilisée et informée. Parce que nous sommes en train de vivre tout autour du volcan. Il faut avoir l'information. Et quand on a l'information, on peut bien savoir agir. Mais aussi, ça nécessite... Donc, maintenant, ça nécessite que la population soit bien informée pour qu'elle agisse correctement, par exemple en évitant les zones à risque. Et quand il faut évacuer à temps. Et pour cela, ça nécessite la surveillance. Pour la surveillance, là, il faut appuyer l'Observatoire volcanologique de Goma pour que la surveillance se fasse correctement. Ça, c'est à court terme. Mais à long terme, si aujourd'hui, vous prenez la ville de Goma avec ses habitants en dehors des déplacés, vous étiez déjà dans 1,2 million ou plus d'1 million d'habitants. Et puis vous ajoutez les chiffres récents des OCHA, je ne sais pas, on parle de 750 000 personnes déplacées qui sont là. Donc on avoisine déjà 2 millions. En cas où nous avons une éruption, faire évacuer 2 millions, c'est en tout cas très difficile. À long terme, il faudrait essayer de voir comment pacifier la région tout autour de la ville de Goma. Parce que la gestion des risques de catastrophe aussi fait assez que il faut désengorger la ville de Goma. On ne peut pas être en mesure de supprimer la ville de Goma sur la carte ou bien de déplacer la ville de Goma. Ça, je pense que c'est une solution qui est infaisable parce que même tout autour partout dans le monde, il y a les gens qui vivent avec le volcan. Donc, on peut bien avoir des maisons qui sont détruites et puis après, on reconstruit et la vie continue. Mais
à la longue, il faut voir comment désengorger la ville de Goma. Et désengorger la ville de Goma, c'est rendre les villes et les cités qui sont tout autour de la ville de Goma plus vivables et sécurisées. Comme ça, je ne serai pas obligé de rester toujours à Goma. S'il y avait une route et la sécurité, toutes les conditions nécessaires, je pourrais bien me taper une belle maison et vivre tout autour du bord du lac Kivu à Bweremana et puis venir travailler à Goma. Quelqu'un peut bien vivre à Rumangabo ou à Rugari et venir vivre à Goma. Donc on n'aurait pas autant de personnes qui sont obligées de quitter Beni pour venir vivre à Goma parce que là-bas il y a le ADF qui les coupe la tête tous les jours. Donc en désengorgeant la ville de Goma, ça peut permettre à réduire la pression démographique, et en réduisant la pression démographique, on peut avoir une population qu'on peut bien gérer en cas d'évacuation et puis on peut revenir. Donc ça, c'est, de mon point de vue, une façon de réduire le risque volcanique à long terme, tout en désengorgeant la ville de Goma. Mais tant que les villes, les cités tout autour de la ville de Goma, de la province du Nord Kivu, tout autour, même à Bukavu, resteront invivables, là où il n'y a pas de boulot, là où il n'y a pas de l'eau, là où il n'y a pas de l'électricité, là où il n'y a pas un bon système éducatif, les gens viendront vivre à Goma et ça sera en train d'augmenter les risques de catastrophes volcaniques. Un mot de la fin. C'est de dire que la réduction des risques de catastrophes passe d'abord par la compréhension du risque. Et la compréhension du risque nécessite de la recherche et des études sur ça. Et voilà pourquoi, à l'université de Goma, on a commencé cette année une école de volcanologie, de gestion des risques de catastrophes. Donc, on ne se limite pas tout simplement aux risques volcaniques, mais aussi tous les catastrophes que l'on peut avoir. Et c'est juste dire qu'on ne peut pas développer un pays tout en négligeant la réduction des risques de catastrophes, parce que quand les catastrophes surviennent, ça anéantit tous les efforts de développement. Alors, le développement doit se faire parallèlement avec la réduction des risques de catastrophes, parce que tout ce que l'on fait pourra être anéanti par les catastrophes quand elles surviennent. Voilà pourquoi donc j'appelle tout le monde qui peut bien s'intéresser à embrasser les études sur la gestion des risques de catastrophes, mais aussi la protection de l'environnement à travers la technologie et la bioingénierie de l'environnement. Donc ce sont les filières, et la volcanologie sont les filières que l'on organise ici en licence à partir de septembre, et aussi en master déjà qui est opérationnel. Alors, c'est par ces mots que s'achève ce numéro de ces jours. Messieurs, mesdames, merci de votre attention. Vous étiez en train de suivre le podcast vous proposé par Mazingira, ces médias de l'environnement et du développement durable. Fidèle Kitsa, j'étais à sa présentation et j'ai recevé aujourd'hui le docteur Blaise Mafouko, directeur général de l'École supérieure de volcanologie, de gestion des risques et des catastrophes de l'Université de Goma. Merci, docteur. Merci beaucoup, cher Fidèle Kitsa, pour nous avoir encore invités dans ce podcast. Merci également, chers auditeurs. Je vous fixe rendez-vous plus tard pour un prochain numéro.